Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de cette émission, on va parler de gestion des données personnelles après la mort. On parlera également à quoi sert un directeur éthique et conformité. Et enfin, on évoquera la question du télétravail et comment ça se passe quand il y a un accident du travail à domicile. On commence tout de suite cette émission avec Marc Schuller, associé chez Taylor Wessing, pour parler gestion des données personnelles après la mort. Marc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'aborder la question de la gestion des données personnelles après la mort, qu'est-ce qu'une vie numérique ? Alors très simplement, une vie numérique, c'est le pendant de la vie biologique de chaque personne. Ça veut dire quoi ? En fait, au travers de sa vie numérique, chaque personne va, de par l'utilisation des technologies de l'information, laisser un ensemble de données, de traces sur Internet, sur des supports de données, au rang desquels on peut donner quelques exemples. Les profils sur les réseaux sociaux, les comptes de messagerie, les abonnements ou les inscriptions à des services de stockage, par exemple le cloud, ou des services audio ou vidéo à la demande. Le patrimoine numérique, c'est aussi des biens numériques, des actifs numériques comme des crypto-monnaies, des NFT par exemple. Ce qui est très particulier et très marquant dans la différence entre la vie numérique et la vie biologique, c'est que l'être humain, dans sa dimension numérique, connaît une certaine immortalité malgré sa mort biologique. Et à ce titre, la CNIL relevait fin d'année 2020 que 8000 inscrits sur Facebook décédaient par jour, alors même qu'aucune disposition n'avait été prise par ces derniers, ce qui signifiait que les comptes étaient relativement à l'abandon. C'est considérable, ces chiffres que vous venez d'évoquer. Alors du coup, comment sécuriser sa vie numérique pour éviter ce type de problème ? Quelles sont les démarches à accomplir avant sa mort ? Alors, ce dont il faut le souvenir, c'est que les données d'identité numérique de chaque personne viennent des droits propres. Ces droits ne sont donc pas transférables aux héritiers. De surcroît, un certain nombre de contenus de support relèvent du secret des correspondances. Ce qui signifie que la loi a organisé des droits légaux pour les héritiers à plusieurs titres. Un droit d'accès, bon, évidemment, il faut qu'ils justifient de leur identité à chaque fois, mais ils peuvent exercer un droit d'accès pour les besoins du règlement et de la liquidation de la succession, un droit de rectification pour informer les responsables de traitement, les différents éditeurs de sites numériques ou de services numériques pour mettre à jour leur base de données et leur traitement en regard du décès de la personne concernée, enfin un droit d'opposition pour assurer la clôture et arrêter la poursuite des traitements concernant le défunt. Néanmoins, il faut se souvenir que ces droits sont donc des droits restreints et de surcroît, il ne faut pas minimiser les obstacles pratiques. Quels sont ces obstacles ? Il y en a, j'en citerai au moins deux. Le premier, c'est que c'est déjà le recensement du patrimoine numérique. Les héritiers n'ont pas nécessairement connaissance de la complétude du patrimoine numérique et de l'identité numérique d'ailleurs du défunt. Autre point, c'est que les héritiers n'ont pas nécessairement connaissance des verrous techniques. Je pense notamment aux mots de passe qui seront nécessaires pour accéder à un certain nombre de données. Je pense notamment à des wallets électroniques. C'est la raison pour laquelle il est particulièrement prudent d'anticiper son décès du point de vue ou d'organiser sa mort numérique. C'est pas très gai, mais c'est en tout cas très très utile. Et d'ailleurs, la loi informatique et liberté prévoit la faculté pour un défunt, mais de son vivant bien évidemment, d'établir des directives. Elles peuvent être soit générales, soit particulières. Et en l'état du droit, on peut tout à fait organiser ces directives au sein d'un testament. Et donc là, on va désigner une personne qui va être en mesure d'exécuter l'ensemble de ces directives qui peuvent être liées à typiquement la gestion de ces inscriptions et de surcroît, on pourra ajouter à ces directives des directives particulières vis-à-vis des éditeurs de services numériques. Et d'ailleurs, comme vous l'aurez constaté au travers des conditions générales de ces différents services, on offre la possibilité à tout à chacun de pouvoir effectivement donner ces instructions pour gérer, dans l'hypothèse d'un décès, les données qui ont été collectées, traitées dans le cadre de ce service. Supprimer un compte, exactement. Et d'ailleurs, récupérer un certain nombre de données, les transmettre à une personne donnée. Et d'ailleurs, un certain nombre de plateformes ont de surcroît mis en place des dispositifs de signalement facilité pour que les héritiers puissent informer la plateforme du décès de la personne, voire organiser la transmission de ces instructions à la personne qui aurait été désignée. Alors, évoquons maintenant le cas du décès d'un salarié. Comment les entreprises peuvent-elles faire pour rester en conformité ?
Alors, il faut se souvenir que, évidemment, le contrat de travail est rompu de fait de par le décès du salarié. Ce qui signifie que l'ensemble des données qui sont traitées par l'employeur dans le cadre et pour la gestion de la relation contractuelle n'ont plus vocation à être traitées et l'employeur n'est plus légitime à poursuivre ce traitement. Néanmoins, l'employeur poursuivra le traitement à plusieurs titres pour répondre à des obligations légales. Typiquement, la mise à jour du registre du personnel, l'information auprès des organismes sociaux, pour la gestion des contentieux, notamment si le décès est rattachable à l'exécution du contrat de travail. Enfin, pour la conservation de preuves, en cas de contentieux éventuels, qui ne seraient pas réalisés au moment du décès, mais des contentieux éventuels, en sachant que la conservation dans ce cadre ne peut être envisagée que dans la limite des prescriptions applicables et, de surcroît, l'employeur devra veiller à prendre un certain nombre de mesures. La première d'entre elles est de mettre l'ensemble, après avoir effectué un tri sur les données qui sont vraiment nécessaires, les mettre dans une archive dédiée ou à tout le moins organiser une ségrégation avec les bases actives de l'employeur, c'est-à-dire celles qu'il utilise au quotidien pour la gestion de ses salariés. Pour assurer la sécurité, puisqu'en fait, le RGPD oblige l'employeur, mais d'ailleurs comme tout responsable de traitement, à mettre en place des mesures techniques et organisationnelles qui vont assurer la sécurité des données. L'archivage permet d'éviter, de minimiser, déjà en une première étape, le risque de mélange entre base active et base archive. Donc, encore une fois, à l'instar de n'importe quel traitement que l'employeur est amené à réaliser dans le cadre de ses activités, il est important que l'employeur veille au respect et à la mise en place des mesures techniques et organisationnelles afin d'assurer cette sécurité. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Arnaud. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission Lex Inside. À quoi sert un directeur éthique et conformité? On en parle tout de suite avec mon invité, Emmanuel Dupic, directeur éthique et conformité au sein du groupe Dassault Aviation. Emmanuel Dupic, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un directeur éthique et conformité? Alors, un directeur éthique et conformité, c'est un chef d'équipe qui va être chargé effectivement de protéger l'entreprise à laquelle il appartient dans le domaine des valeurs, l'éthique, mais également des obligations réglementaires, la conformité. Quels sont ces domaines d'action? Alors, ils sont devenus très importants. Alors, on connaissait depuis, dans le milieu bancaire, effectivement, le champ de la conformité. C'est quelque chose de plus nouveau pour les autres entreprises depuis la loi Sapin 2 de décembre 2016. Alors, aujourd'hui, ça couvre l'anticorruption, mais aussi le devoir de vigilance en matière de droits humains, et puis également, souvent, la protection des données, ce qu'on appelle le GDPR, le règlement général de la protection des données européen, et puis souvent on ajoute l'export contrôle. Quelles sont les évolutions en cours? Alors c'est des évolutions qui sont assez importantes, une multiplication des régulateurs. On attend une prochaine directive européenne sur le devoir de vigilance qui devrait créer d'ici 2 ans un nouveau régulateur en France pour les entreprises. Donc on voit bien qu'il y a une contrainte assez importante qui pèse aujourd'hui sur les entreprises. Sur ce champ de la conformité, finalement, c'est le modèle anglo-saxon, ce que connaissaient les Américains, qui tend à s'impliquer désormais en Europe. Donc aujourd'hui, l'Europe s'est dotée d'un standard assez important en matière de conformité. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette tendance justement que vous évoquez précédemment ? Alors je crois qu'effectivement la création en 2016 de l'Agence française anticorruption a permis aux entreprises françaises effectivement d'élever leur niveau de réponse, et force est de constater que depuis, effectivement, aucune entreprise française n'a été mise en cause par les autorités américaines, le DOJ, comme on a pu le connaître dans les années 2013 sur ce sujet. Donc il y a eu une montée en compétences qui a été reconnue et saluée par l'Agence française anticorruption. Et désormais, les entreprises se sont toutes dotées de directions qui sont autonomes ou qui relèvent encore d'une direction juridique ou d'un secrétariat général. Donc vous évoquez justement ce qui se passe dans les entreprises. Comment elles organisent la conformité? Alors, elles l'organisent, souvent elles essayent de l'organiser en interne, en prenant dans leurs ressources, dans le ressource de l'audit, dans le ressource également des directions juridiques, donc ce sont souvent des jurys d'entreprise, puisque cette matière fait appel à, j'allais dire, 2 compétences, le légal, donc la compétence juridique, mais également des compétences d'audit,
de contrôle et de cartographie. Donc généralement, ce sont des petites équipes autour d'un directeur éthique conformité qui sont chargés de ces programmes conformité dans les entreprises. Alors, comment fait-on pour devenir directeur éthique et conformité? Quelle formation et quelles compétences? Alors, je crois que il y a différents chemins qui permettent de parvenir à ce poste de directeur éthique et conformité. Pour ma part, je suis un ancien magistrat spécialiste de la matière pénale. Il y a beaucoup de juristes d'entreprise qui montent dans le cadre d'un programme de questions de talent dans les entreprises. Il y a également des avocats. D'une façon générale, aujourd'hui, il existe des masters qui sont spécialisés en matière de compliance, qui vont offrir aux étudiants en droit, mais également aux étudiants d'école de commerce, la possibilité de rejoindre des entreprises sur ce nouveau poste qui est de juriste conformité. Peut-être un dernier mot, Emmanuel, pour convaincre d'autres personnes de rejoindre cette profession? Alors je crois qu'effectivement c'est une nouvelle matière, un nouveau métier qui est en pleine explosion, qui présente l'avantage d'une très grande transversalité. On sort du contrat par exemple, on sort de la matière ressources humaines et au contraire, on est dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise chargé d'assurer non seulement la mise à jour, de la mettre en place d'un programme de conformité, mais également de son contrôle dans la maison mère, mais également ses filiales, ce qui fait que la matière est passionnante. Merci Emmanuel d'être venu sur notre plateau pour présenter le rôle du directeur éthique et conformité. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission Lex Inside, on va parler télétravail, comment faire face au risque d'accident du travail à domicile. On en parle tout de suite avec mon invité, David Jonin, associé chez Gide. David, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors un accident survenu en télétravail peut-il être reconnu comme accident du travail ? Oui, par principe, puisque cet accident va bénéficier d'une présomption de qualification en tant qu'accident du travail. Il appartiendra à l'employeur, le cas échéant, après avoir pris connaissance de cet accident, de le déclarer et éventuellement de formuler des réserves dans un délai de 10 jours à partir du moment où il aura eu connaissance de cet accident. Donc dans la déclaration qui sera effectuée à l'égard de la CPAM, il y aura lieu de mettre des réserves si l'employeur considère qu'il y a lieu, que ces réserves sont éventuellement bien fondées. Comment établir le caractère professionnel de l'accident ? Le caractère professionnel est lié à l'exécution du contrat de travail. Mais la jurisprudence démontre que la présomption dont bénéficie le salarié lui permet, à partir du moment où il est dans le cadre de sa mission, et cette mission est évaluée très largement par les juges, de considérer que l'accident dont il a été victime est un accident du travail. Alors, l'accident à domicile, effectivement, peut avoir pour origine une autre origine que le travail. C'est pour ça qu'il appartiendra à l'employeur s'il a connaissance de faits tels que, par exemple, l'accident est une brûlure. Est-ce que, si mon salarié est un informaticien, est-ce qu'il va effectivement pouvoir se brûler dans le cadre de ses activités, ou est-ce qu'il s'agit d'un accident domestique classique? Donc il faudra parfois effectivement formuler de telles réserves pour faire la frontière entre l'accident domestique et l'accident du travail. C'est pas évident puisqu'on sait que beaucoup maintenant de personnes en télétravail jonglent entre parfois aller faire des courses, aller justement faire des choses de la vie quotidienne, on va dire. Donc c'est parfois la différence est ténue quand survient le moment de l'accident. Oui, et c'est là où rentre une autre qualification possible qui est toujours dans les législations sur les accidents du travail, qui est l'accident de trajet. Alors s'il s'agit d'aller faire sa pause déjeuner et de revenir effectivement à son domicile, lieu de travail, cet accident pourra bénéficier de la qualification d'accident de trajet et donc bénéficier de la législation sur les accidents du travail. S'il s'agit effectivement de besoins purement domestiques, là, pour le coup, il y aura possibilité effectivement de contester cette qualification. Alors, comment prévenir les risques d'accident du travail quand on est en télétravail ? Alors, il y a d'abord il y a une prévention a priori, qui est une prévention qui doit intervenir lors de la mise en place du télétravail, qui peut être soit par accord collectif, soit par une charte qui est éventuellement discutée avec le comité social et économique lorsqu'il existe, soit une charte unilatérale. Donc établir des règles pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et parmi ces règles, il y a la possibilité notamment de proposer aux salariés de faire vérifier que
le lieu qu'il va consacrer, avec son accord bien entendu, que le lieu qu'il va consacrer pour l'exécution de son contrat de travail est conforme aux normes de sécurité. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que vous avez une disposition dans le Code du travail sur le télétravail qui vous indique que le salarié doit faire l'objet d'un entretien spécifique sur ces conditions de télétravail. Et parmi cet entretien, il y a lieu, bien entendu, de vérifier toute la problématique hygiène et sécurité, telle que les conditions de travail, mais aussi l'isolement du salarié, tout ce qui peut générer et avoir un impact sur la santé du salarié. Alors, vous avez évoqué le lieu de travail. Quid du salarié qui irait travailler dans un lieu exotique sans prévenir son employeur? C'est là où il y a pas mal de difficultés qu'il faut anticiper, parce que qui dit télétravail, surtout si je suis dans le contexte d'un travail sur écran via Microsoft Teams par exemple, avec un fond d'écran qui est uniformisé et qui ne correspond pas à ce qu'il y a derrière moi, il est vrai que pour que l'employeur comprenne l'endroit exact dans lequel il est, sauf à avoir un suivi informatique de la localisation du salarié, ce qui n'est pas souvent le cas, et ce qui à mon avis peut aussi générer quelques difficultés parfois, vous avez la difficulté du salarié qui va se retrouver notamment dans un pays étranger, et donc soumis en principe, puisque lorsqu'on parle droit du travail, lorsqu'on parle droit de la sécurité sociale, on parle de droit d'application territoriale, donc soumis éventuellement à une législation étrangère, ou en tout cas non soumis éventuellement à la législation dont il bénéficie sur le territoire français. Et donc cette problématique peut aussi générer de la responsabilité, mais d'ailleurs pas que de la responsabilité accident du travail. Si vous êtes un salarié californien qui vient travailler en France parce que il veut, pour les derniers jours de vie d'un de ses parents, être à ses côtés, eh bien, il y a le problème de droit de l'immigration qui va se poser. Cet Américain peut-il travailler sur le territoire français? Il y a le problème de l'accident du travail. Et effectivement, tout cela peut générer des risques qu'il appartient à l'employeur d'anticiper, en indiquant notamment dans la charte que le lieu de travail est un lieu de travail unique et que tout changement du lieu de travail doit faire l'objet d'un accord avec l'employeur, et que afin de prévenir effectivement la situation d'un salarié qui, profitant des conditions de télétravail, devient un salarié totalement nomade, et sur lequel l'employeur n'a plus de contrôle quant au lieu effectif de travail. Donc l'employeur doit savoir où est son salarié. En tout cas, l'employeur doit dire à son salarié que le lieu de travail est un point important et qu'il ne peut pas changer de lieu de travail sans l'avertir de ce changement. On va conclure là-dessus. Merci David d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lex Insight sur Décideur TV.